Il est presque 11h45. Donc, un petit peu dépassé. Pour passer au deuxième temps fort de ce colloque donc, à Grenoble sur le produit et l'écosystème, tour d'horizon et perspective des innovations pour le bien vieillir. Donc, ce colloque organisé par le TASDA et ses partenaires historiques, Chambre des métiers, l'IRT Nanoélec, Minalogique, AG2R La Mondiale et le département de l'Isère. Donc, vous êtes toujours vous êtes plus de 100 maintenant à nous suivre. Ça augmente, c'est bien, merci. Pour cette deuxième partie, donc cette fois-ci sur quelque part une actualité, on va dire, sur les innovations. Donc, d'ici 13 heures, on va faire un point d'avancement sur les projets qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet Med4Edge, donc d'AG2R La Mondiale, avec l'organisation de Medicalps. Ça nous donnera justement des éléments sur où est l'innovation aujourd'hui, fondamentalement, sur quoi travaille-t-on. Alors, c'est pas exhaustif, mais c'est une bonne illustration quand même. Et pour chacun de ces projets, nous ferons également un petit zoom sur en quoi leur écosystème, finalement, a-t-il été aidant dans l'émergence ou la conduite du projet. Donc, je vais demander à ce qu'ils se préparent tous les uns et les autres. On va les lister. Donc, Claire Talowski et Elodie Prodeo, préparez-vous pour l'introduction. Et après, dans l'ordre, nous passerons les projets donc de EasyGain, ensuite Télégraphique, ensuite Fastish, ensuite Wens, ensuite eOphthalmo, suivi de TED Orthopedics et enfin AudioCap d'Archean Technologies. Merci à chacun de se préparer. Pour démarrer donc ce tour d'horizon de l'innovation, de quoi parle-t-on et quels peuvent être des exemples? Donc je vais passer la parole à Claire Talowski, AG2R La Mondiale, et Elodie Prodeo, donc Medicalps, simplement pour resituer, on va dire, cet appel à projet dans la dynamique que vous maintenez. Je vous passe la parole. Claire. Bonjour, vous m'entendez bien? Tout à fait bien, Claire, merci. Bonjour, donc Claire Talowski, moi je suis responsable activité sociale pour le groupe AG2R La Mondiale sur les Deux-Savoie et le 38. Rapidement, AG2R La Mondiale, on est un groupe de protection sociale avec deux types d'activités, la gestion de la retraite complémentaire obligatoire pour le compte de l'AGR Carco, et on a une activité assurantielle auprès des salariés, des entreprises et des travailleurs non salariés. Alors, l'appel à projet Med4Edge, en fait, a été construit chemin faisant avec les différentes sollicitations que nous avons de la part des startups dans le champ de la medtech et de la e-santé. Med4Edge se veut une réponse, en tout cas, à des propositions d'émergence de produits et de services innovants, tout en ayant vraiment pour objectif de répondre, nous, aux besoins des retraités en situation de perte d'autonomie, qu'ils soient à domicile ou en établissement, ou dans un parcours de soins. Donc vraiment, l'appel à projet de Med4Edge a vraiment l'objectif de pouvoir déjà donc 3 domaines que sont donc la prévention santé, l'accompagnement du grand âge en perte d'autonomie et l'amélioration des parcours de soins. Cet appel à projet a vraiment été je vous disais chemin faisant parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler au niveau des fonds sociaux retraite auprès des entreprises. Donc, à force d'être sollicités, nous sommes posé la question avec Medical des critères d'inclusion et d'exclusion des porteurs de projets que nous pourrions accompagner dans le cadre de notamment de leur étude clinique. Et un point de vigilance aussi, puisque donc l'idée c'était aussi un constat aussi, c'est qu'on a aussi beaucoup de produits et de services qui sortent au niveau de la techno et qui correspondent pas toujours aux besoins ou aux usages des personnes âgées. Donc l'idée, c'était notamment de pouvoir questionner en tout cas ces startups sur la question de l'usage, de l'appropriation de l'usage, qui font notamment, qui est un point de vigilance dans le cadre du comité de sélection de Med4Edge. Donc Med4Edge a été co-construit aussi avec Medicalp, d'où une présentation à deux voix avec Elodie Prodeo, à qui je passe le relais. Merci Claire, bonjour à tous. Avant tout, j'espère que vous et vos proches allez bien dans ce contexte si particulier. Je suis donc Elodie Prodeo et je représente aujourd'hui Medicalps. Donc Medicalps, qui sommes-nous? Nous sommes le cluster des technos de santé du sillon alpin. On regroupe et on représente plus de 100 adhérents
que ce soit des startups, des grands groupes en passant par les PME. On représente aussi les universités, des centres de recherche et également le CHU de Grenoble dans tout ce qui est domaine médical. On organise cet appel à projet Med4Age pour le compte d'AG2R et concrètement, comment on arrive à la sélection de 3 projets lauréats chaque année. On lance donc un appel à projet sur 6 semaines. On reçoit beaucoup de dossiers. En 2019, on en a reçu plus de 80. Cette année, on en a reçu plus de 50. Et on doit tout d'abord vérifier leur éligibilité. Donc, qu'est-ce que j'appelle par vérifier leur éligibilité? Il faut que ce soit une entreprise de moins de 100 personnes. Il faut qu'il y ait un projet techno fort. Il faut qu'il y ait une preuve de concept qui soit déjà effective. Et on attache aussi une grande importance à ce qu'il y ait un partenariat avec des institutions, avec un centre de recherche, avec des CHU ou encore avec des acteurs du bien vieillir, des acteurs du maintien à domicile. Voilà, on veut mettre en avant ces projets et le but, c'est qu'il y ait surtout un impact fort sur le parcours de vie et l'environnement du senior. Donc, une fois qu'on a vérifié cette éligibilité, on passe ces 10 dossiers à un jury d'experts qui va sélectionner 10 dossiers. Et ces 10 dossiers vont passer par un avis, par un comité d'usagers qui est composé de 10 à 16 retraités qui, eux, vont émettre un avis. Donc là, on est sur un jury d'usagers et ils vont, si je regarde un peu leur grille d'évaluation, regarder si ces projets sont utiles, désirables, innovants, crédibles, accessibles, parce que c'est bien beau d'avoir des entreprises qui séduisent des industriels, mais il faut aussi qu'il y ait un besoin usager derrière. Et une fois que ce comité d'usagers a rendu son avis, il y a la journée à AG2R. Et là, on part de ces 10 dossiers et on arrive à 3 projets lauréats qui sont élus. Donc, une fois que ces projets sont élus, AG2R offre une enveloppe financière de 50 kilo euros à 150 kilo euros par projet et ça subventionne jusqu'à 75% de ces projets. Voilà. Alors, on passe déjà à diapo, mais je voulais surtout insister sur ces jurys. Il y a donc bien 3 niveaux de jury. Il y a un jury avec une vision entrepreneuriale, un jury avec une vision plus d'usager et surtout un jury avec une vision sociale. Si on résume les projets qui ont été élus en 2019 et en 2020, donc je vais commencer par 2019. Vous voyez tout en bas donc cette personne âgée. On a représenté tous ces lauréats autour de la personne âgée en se disant qu'en fait, on regroupait un petit peu tous les besoins autour du senior. Donc, je commence par Ted Orto en bas à gauche, qui s'occupe de l'arthrose du genou. Ensuite, en 2019, il y a eu le projet Lumine pour le renforcement cognitif et la sérénité, donc tout en haut de la diapositive. Il y a eu au niveau de la santé bucco-dentaire Fastiche qui invente un nouveau procédé de lavage de dents. Et il y a eu un coup de cœur en 2019 qui est EasyGain qui va vous présenter sa solution de réadaptation à la marche. Voilà. Et en 2020, on s'est retrouvé avec 3 lauréats et un coup de cœur également. Donc, je commence par Archer en technologie qui a une nouvelle aide auditive avec de l'intelligence artificielle. Il y a eu eOphthalmo qui développe, et tous ces lauréats vont mieux expliquer que moi par la suite leur entreprise, mais eOphthalmo développe des consultations ophtalmo en EHPAD avec une analyse à distance par un ophtalmologue. Et ensuite, on a eu Télégraphique avec une solution pour retarder l'arrivée en EHPAD chez les seniors. Et encore cette année, un coup de cœur avec Wens qui a développé un gant haptico
pour la perte de la sensibilité des seniors encore également. Voilà. Merci. Donc voilà pour merci une Élodie, merci. rapide de cet appel à projet. Merci bien. Donc nous allons rentrer effectivement dans le détail de la présentation des projets, avec à chaque fois donc juste Zineb Agoumi de EasyGain. Merci de vous préparer, hein, caméra et micro, je vous prie. Juste, je rappelle à chaque fois qu'il y a une partie de présentation, c'est un format pitch rapide, pas plus de 4 minutes. 5 pour ceux qui débordent, mais 4 minutes, ça va être l'objectif. Et derrière, une question ou deux que je vous poserai par rapport à la notion d'écosystème dans lequel cette innovation a émergé, puisque, on l'a peut-être pas effectivement rappelé jusqu'à présent, mais ces projets ont été déposés et gérés à l'échelle nationale. Il ne s'agit absolument pas de projets spécifiquement isérois. Par contre, même si la compétence iséroise a été bien mobilisée pour participer à la sélection, mais c'est des projets qui viennent de toute la France. Zineb Agoumi sur EasyGain, 4 minutes. Allez-y, je vous passe la parole. Est-ce que Zineb Agoumi est en ligne avec nous sur le projet EasyGain? Est-ce que votre micro est activé? On ne vous entend pas pour l'instant. Vous la voyez ou pas? Micro désactivé. Ok, alors on va passer à Télégraphique. Est-ce que Carole Zizagarat de Télégraphique, vous êtes en ligne? Ah, Zined est arrivée. Pardon, on revient sur EasyGain. Bonjour à tous. Allez-y. Alors, je suis Zineb de EasyGain. J'ai cofondé cette société en 2016 avec un médecin et des ingénieurs. Et l'idée, c'était de développer des produits de rééducation de la marche en particulier et d'activités physiques adaptées adressées à des personnes fragilisées, notamment des seniors qui ont eu des soucis de marche et d'équilibre. Cette solution, on l'a développée avec l'aide de gériatres, de médecins rééducateurs, de kinés, mais aussi de patients et d'aidants de ces patients-là. On a commencé par développer un premier dispositif qui est celui que vous voyez sur la petite photo, qui est adressé aux établissements, aux EHPAD, aux maisons de retraite, centres de rééducation et hôpitaux. On le commercialise depuis 2018 avec 150 établissements équipés depuis. Et donc, c'est un produit qui va verticaliser des personnes en fauteuil roulant depuis le fauteuil roulant à la position debout grâce à un harnais, et ce automatiquement sans l'aide d'une tierce personne, qui va pouvoir alléger le poids des personnes. Donc, on peut faire marcher une personne qui pèse 100 kg sur 70 kg et alléger 30 kg de son poids. Ça permet une activité physique debout de personnes qui ne peuvent pas être debout tout seul sans l'aide d'une tierce personne. Et le projet qu'on a posé avec Maître Forel est une adaptation de ce dispositif au domicile. C'est un produit qui s'appelle EMI, ça sera le même concept, mais plus compact et plus adapté à un design domicile. Alors, je vais juste présenter un personnage, donc un utilisateur type d'EMI. Donc, prenons Monsieur Bertrand, qui a 70 ans, il est retraité. Il a eu un AVC en 2019, avec des séquelles assez lourdes sur sa motricité, sur les troubles de l'équilibre. Monsieur Bertrand vit en région parisienne avec sa femme. Et avant d'avoir son AVC, c'était une personne très active qui aimait le voyage et qui aimait bouger. Il a été hospitalisé. Depuis cette sortie d'hospitalisation, il doit effectuer 3 séances de rééducation minimum par semaine. C'est les recommandations des médecins rééducateurs. Mais en Île-de-France, comme dans beaucoup d'autres régions, il y a très peu de kinésithérapeutes disponibles pour le domicile. Et il est très difficile pour lui de faire ces 3 séances minimum. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer ce dispositif au domicile de M. Bertrand. Il peut être utilisé à volonté avec l'aide d'une tierce personne, mais pas forcément d'un professionnel de santé. Donc, ça peut être aussi un aidant familial ou un autre aidant, mais pas forcément un kinésithérapeute. Et il permet une marche sécurisée. Une fois que M. Bertrand est sur le tapis, il ne peut plus tomber. S'il a un malaise, s'il a une perte d'équilibre, il va se retrouver assis sur le harnais et pas de chute, pas de risque sur sa santé.
Un deuxième volant est la motivation. Qu'est-ce qui va motiver M. Brestran à faire cet exercice? Tous les exercices qu'il fait sur le tapis sont enregistrés, les performances de marche et d'équilibre sont enregistrées. Chaque semaine, il va voir son évolution, il va voir s'il s'est amélioré, et il aura des paysages de marche et d'équilibre en face sur une tablette iPad pour le motiver et ne pas être juste à marcher tout seul devant son mur. Alors, comment il va pouvoir connaître notre produit? Par plusieurs moyens, mais pour lui en particulier, il l'a connu par un établissement de santé qui était équipé par notre machine destinée aux établissements. Donc, à la sortie de l'hospitalisation, les kinés lui ont recommandé, lui ont parlé de la possibilité d'avoir une version pour le domicile. Et c'est comme ça qu'il nous a contactés et on a pu l'équiper. Pour le business model, c'est le point un peu chaud parce que c'est encore quelque chose qui est en discussion, en finalisation. On discute avec des mutuelles pour pouvoir voir s'il y a possibilité d'avoir un remboursement partiel du produit en location. On a des accords d'organismes de financement pour un leasing sur plusieurs années. Et on est en train de voir s'il y a des aides de financement possibles pour aider M. Bertrand à l'avoir à plus long terme. Alors, pour l'expérimentation, là, je vous ai parlé de la machine finale EMI qui est compacte, qui est adaptée au domicile. Mais avant de nous lancer sur un projet, nous avons commencé une étude clinique avec notre première machine qu'on a installée au domicile. C'était des conditions pas du tout idéales parce que c'était une grosse machine blanche très médicalisée qu'on a mis au domicile de patients de plus de 65 ans au départ. On a eu des résultats très positifs avec un souhait de garder le dispositif après la durée du test qui était de 4 semaines. Et ce qu'on a fait pendant cette étude, c'est qu'on a aussi mesuré l'activité pendant l'exercice, mais aussi 1 mois ou 2 mois après l'arrêt de l'activité physique sur le tapis. Et on a pu trouver des indicateurs positifs sur l'amélioration de l'activité physique globale qui a été engendrée et impulsée par cette utilisation. Et donc là, l'expérimentation commencera en début 2021 avec EMI, avec toujours la PHP en promoteur de l'étude clinique. Pour le business model, on est en train de le finaliser parce que la machine sort en décembre. Donc, on a encore un petit mois pour finaliser tout ça. Voilà, merci. Merci Zineb. Restez avec nous. Juste une question, dites-moi, donc vous êtes à Paris, vous êtes donc en Île-de-France et vous êtes passé finalement d'un produit en établissement vers une offre au domicile. Je reviens sur la notion d'écosystème, c'est-à-dire les acteurs qu'il y a autour de vous, que ce soit au niveau économique, au niveau santé, au niveau incubateur éventuellement, au niveau du développement économique en tant que tel. En quoi ou quels sont les éléments de votre écosystème parisien ou francilien vous ont-ils aidé en particulier pour justement imaginer cette offre au domicile et pouvoir la concevoir? Parlez-nous de l'appui que vous avez trouvé dans votre écosystème parisien. Oui, alors il faut savoir qu'au départ du projet, l'idée était avant de développer le produit établissement, de développer un produit pour le domicile, parce que ça partait au départ d'un besoin personnel de développer quelque chose pour ma grand-mère qui est décédée depuis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, donc il y a 5 ans, en rencontrant les personnes de l'écosystème, notamment, c'était Silver Valley, pour ceux qui connaissent à Paris, qui m'a beaucoup aidé au départ, qui m'avait bien parlé des difficultés de trouver un business model et un business model adapté pour le domicile chez les seniors. Et donc, j'ai vu qu'il y avait aussi un besoin en établissement en rencontrant plusieurs médecins. Et l'idée, c'était de dire on va fiabiliser le produit, on va faire avoir un maximum de preuves médicales sur l'intérêt d'un tel produit pour des patients en établissement. Et ensuite, on aura plus de crédibilité pour aller vers le domicile. Et ça, c'était vraiment un gros soutien que m'avait fait Silver Valley au départ, car j'étais très loin de ce secteur de la cyberéconomie, je ne connaissais pas grand-chose. Et donc voilà, c'était beaucoup Silver Valley. Depuis, il y a aussi d'autres petits clusters qui nous ont aidés. Sur l'aspect santé, il y a un pôle qui s'appelle Medicine, pour ceux qui le connaissent, qui est aussi très fort en région parisienne. L'aide qu'on a pu avoir, c'est la rencontre de personnes âgées, la rencontre assez facile d'associations d'aide au domicile et d'associations d'aide à l'activité physique au domicile. Et vraiment, au tout début du projet, pendant 2-3 mois, je faisais que rencontrer des gens de ce réseau-là. Très bien. Parce que j'aurais eu beaucoup moins d'aide.
Merci, c'est très utile. Donc on voit bien effectivement que dans les différentes régions, c'est vrai à Paris, mais il y a les équivalents entre guillemets à Bordeaux, à Grenoble, à Lyon, à Lille, à Nîmes également. Enfin, je les cite pas tous, mais effectivement des clusters, des associations qui ont cette connaissance globale finalement du marché et qui là en l'occurrence vous ont incité effectivement à repenser quelque part les étapes du processus de développement pour avoir effectivement, comme vous dites, plus de crédibilité, de fiabilité et peut-être aussi une approche économique qui sera plus rapide à avoir parce que vendre en établissement permettra d'avoir probablement des clients et donc du chiffre d'affaires plus rapidement que si c'était au domicile. Merci beaucoup pour cet exemple. Nous allons passer au projet télégraphique. Carole Zizagara, est-ce que vous êtes en ligne? Avez-vous activé votre micro et votre caméra? Donc, le temps que vous vous prépariez, là aussi, je rappelle, là, donc une présentation courte, effectivement, du projet. Où est-ce que vous en êtes? Format pitch. Et derrière, une question sur l'écosystème. Carole, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Carole Zizagara, effectivement présidente de Télégraphique, entreprise porteuse du projet Prève Autonomie, en partenariat avec le centre médical Les Grégor et avec l'EHPAD Les Opalines Nîmes-les-Oliviers. Alors, quelques mots sur Télégraphique. Eh bien, depuis 2013, nous sommes opérateurs de solutions connectées de Smart Care, de solutions connectées pour le bien vieillir, quel que soit le lieu de vie du bénéficiaire, en établissement, EHPAD, résidence ou bien à domicile. Et nos solutions reposent sur notre plateforme télégraphique d'analyse intelligente de données. Je vais utiliser le pointeur, voilà, pour vous montrer, qui sont capables à partir de capteurs de sécuriser à distance un bénéficiaire, détecter ses chutes ou dégradations d'état de santé et informer la famille ou les professionnels. Et ainsi prévenir la perte d'autonomie et permettre le maintien au domicile. Et notre volonté, c'est notamment d'apporter aux EHPAD et avec les EHPAD une offre modulable et complète pour renforcer l'accompagnement au domicile des seniors en perte d'autonomie en lien avec les autres acteurs du domicile et ainsi d'éviter ou retarder leur entrée en institution. L'utilisateur type, le bénéficiaire type de notre projet est Colette, 82 ans, qui vit à 15 km de Nîmes et qui souhaite pouvoir rester chez elle. Elle commence à ressentir des difficultés dans les actes du quotidien et hier, elle s'est pris les pieds dans le tapis et tombée, a été hospitalisée pour fracture du col du fémur. Et ses proches et son médecin commencent à lui parler de rentrer en institution, mais pour l'instant, elle ne souhaite pas changer ses habitudes et il n'est pas question pour elle de quitter son logement. Alors pour répondre à ses besoins, eh bien nous lui proposons le projet Prève Autonomie basé sur 3 outils mêlant à la fois accompagnement humain et nouvelles technologies. Le premier outil, vous l'avez en bas à droite de la slide, c'est la solution Kinesim installée dans un EHPAD de proximité. C'est un appareil d'activité physique adapté, ludique et innovant, à visée thérapeutique pour travailler en s'amusant, sa condition physique, son équilibre. Et donc Colette monte sur les 2 plaques de force et c'est parti pour une séance amusante et immersive, Venise en gondole, raquettes dans la neige des forêts canadiennes. Et puis, deuxième outil, en haut à droite, au domicile, on permet à Colette de rester en sécurité dans son logement grâce à une téléassistance innovante. Un bouton d'appel lui permet d'appeler en cas de problème. Et si Colette oublie de le porter, des capteurs non intrusifs installés dans les pièces de son habitation détectent si elle a besoin d'aide. Et puis, le troisième outil, c'est la coordination humaine, le suivi personnalisé. Et donc, grâce à ces 3 outils, on allie prévention, sécurité et coordination. Alors concrètement, pour l'inclusion dans le projet, ça se passe à la sortie d'hospitalisation. On fait une évaluation avec le médecin qui propose d'entrer dans le projet aux bénéficiaires et 2 jours plus tard, la personne est équipée de la solution chez elle et participe à sa première séance de kinésithérapie à l'EHPAD de proximité. Avec ce projet, l'objectif, c'est d'apporter des réponses aux différents acteurs, notamment aux seniors, avec la possibilité de rester à domicile plus longtemps et un meilleur accompagnement, mais aussi d'apporter des réponses aux familles,
aux professionnels, aux financeurs. Et à ce jour, eh bien, il n'existe pas de solution aussi complète pour la prévention des chutes et le maintien à domicile, qui joue à la fois sur la sécurité, la prévention, la coordination et qui plus est, qui s'inscrivent dans ce qui pourrait être le maintien à domicile de demain, l'EHPAD hors les murs. Et donc, grâce à Prêve Autonomie, c'est plus à Colette de rejoindre une maison de retraite, c'est la maison de retraite et les nouvelles technologies qui viennent à elle. Excellente phrase de conclusion, merci. Sur cette approche écosystème, alors vous avez la particularité, si je ne dis pas de bêtises, l'entreprise télégraphique est à Toulouse. Vous travaillez avec un SSR, effectivement, qui est à Caveyrac, vous l'avez dit, il y a un EHPAD qui est à Nîmes. Voilà, donc c'est cette notion d'écosystème. Comment est-ce que vous avez connu ces établissements partenaires pour pouvoir vous engager finalement dans le projet que vous avez développé pour Med4Edge ? On a connu ces établissements parce qu'on avait identifié sur leur zone géographique des territoires et des écosystèmes propices à la mise en place de projets. Et c'est en parlant montage de projets qu'on a appris à se connaître. Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. L'EHPAD Les Opalines a testé dans les murs des solutions télégraphiques également. Donc on est à la fois sur le hors les murs et sur le dans les murs. Et quand vous dites qu'il y avait des territoires ou des écosystèmes propices, vous dites quoi? Des acteurs qui s'étaient déjà engagés dans l'innovation, ce que vous formulez pour l'EHPAD, qui avaient déjà fait finalement des expérimentations avec télégraphique. Qu'est-ce que vous entendez par propice? Alors j'entends des acteurs maillés avec des stratégies communes et alignées. J'entends souvent une conférence des financeurs à l'écoute, donc des possibilités de financement. Les acteurs, ça peut être le conseil départemental, ça peut être les caisses de retraite régionales, les entités régionales des mutuelles. Il y a la stratégie régionale d'innovation de la région dans laquelle se situe le territoire qui entre en jeu. Donc c'est un peu tout ça, les acteurs et ce qui est important pour nous à chaque fois, c'est d'avoir un très très fort lien avec les services humains de proximité. Nous on est dans la technologie, mais nos technologies ne sont efficaces que si elles sont fortement maillées avec les acteurs qui font l'accompagnement humain au quotidien auprès des bénéficiaires. Donc on cherche toujours à avoir ce maillage-là. En l'occurrence, là, le SSR ou l'EHPAD, c'est bien ça. Oui, et en l'occurrence, là, les gens de l'EHPAD vont se rendre régulièrement au domicile de Colette. Elle va avoir un ergothérapeute qui va venir, elle va avoir des services à la personne. Donc, il y a tous ces soins du quotidien. Et puis, elle va se rendre dans l'EHPAD ressources pour faire ses séances. Donc, il va y avoir un vrai lien entre l'établissement et les services à domicile. Merci beaucoup de ce témoignage, Carole. Merci. Nous allons passer au projet Fastige. Donc, j'appelle Benjamin Cohen à se préparer, caméra et micro également. Oui, Benjamin, Bonjour. tu es là. Parfait. Je te passe la parole, Benjamin. Parfait. Bonjour. Bonjour, donc je suis Benjamin Cohen, je suis président de la société Fastige. Je vais passer à la slide d'après. Voilà. Donc Fastige, c'est une société qui est lyonnaise, qui a un peu plus de 4 ans et aujourd'hui une vingtaine de personnes. Et on a développé, on commercialise maintenant depuis quasiment 2 ans, une technologie qui est capable de brosser les dents efficacement en une dizaine de secondes. Donc concrètement, pour vous expliquer en quelques secondes, ça fonctionne sous la forme d'un manche qui génère des vibrations qui sont douces, à une espèce de brosse. D'ailleurs, j'en ai juste à côté que je peux vous montrer. Une espèce de brosse qui est extrêmement flexible, qui est tapissée de filaments en nylon. Les filaments en nylon, c'est ce qu'on trouve sur les brosses à dents standards, et qui va venir faire exactement la même chose qu'une brosse à dents conventionnelle, mais au lieu de brosser les dents une par une, va permettre de les brosser toutes d'un coup, grâce à cette espèce de forme de dentille. Donc on a développé cette technologie qu'on a intégrée dans 2 produits. Le premier, c'est un produit à destination des établissements médico-sociaux. C'est un dispositif médical de classe 1 qui est marqué CE depuis janvier 2019 et donc commercialisé depuis janvier 2019 parce qu'on s'est rendu compte que les soignants, principalement les aides-soignants, n'avaient pas le temps et pas forcément la formation pour brosser les dents des personnes dépendantes. Donc ça soit en EHPAD, mais aussi dans les établissements de personnes handicapées. Et on a décliné cette technologie dans un second produit, cette fois-ci pour des personnes au domicile, qui peuvent être dépendantes mais aussi autonomes, des personnes âgées dépendantes, mais aussi des personnes handicapées, enfants, adultes, qui se présentent en fait c'est la même technologie mais avec un design différent.
Alors moi, je vais vous parler surtout du premier dispositif pour le persona, c'est-à-dire, je vais vous expliquer qui pourrait être l'utilisateur, on va dire type. Donc l'utilisateur type pour nous, dans ce cas-là, c'est Julie. Julie, elle a 40 ans, elle a une petite fille de 7 ans qui a des troubles autistiques et elle-même, elle est aide-soignante dans un EHPAD privé. Et le problème, c'est que pour brosser les dents des résidents, elle a pas le temps. Concrètement, elle doit faire en une demi-journée la toilette d'une dizaine de résidents, donc ça va très très vite. Et depuis qu'il y a eu des budgets spéciaux qui sont apparus, il y a sa carte de santé qui a fait l'acquisition de dispositifs EASY, donc le nôtre, dans l'établissement, et là c'est beaucoup mieux. Alors au début pour elle ça a été très compliqué parce qu'il a fallu prendre du temps auprès des personnes, auprès des résidents, auprès des personnes âgées dépendantes, parce qu'il faut apporter cette technologie, expliquer pourquoi ça marche, comment ça marche, de manière à ne pas faire peur et à ce que ça soit accepté, ça c'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, avec quelques semaines d'utilisation, ça ne lui prend plus que quelques secondes le matin. Pour chaque résident au moment de la toilette, et c'est pareil le soir juste après manger avant de dormir. Mais en dehors de ça, pour ces résidents, ils se sentent beaucoup mieux, ils ont une meilleure haleine, ils font beaucoup plus de sourires, et surtout Julie, elle est très satisfaite parce que son EHPAD, son établissement, son employeur et fait attention à la qualité de vie des résidents. La qualité de vie est prise en compte. Donc pour elle, c'est tellement pratique qu'elle s'est dit ça pourrait être aussi pratique pour sa fille, donc de 7 ans. Et donc elle a fait l'acquisition d'un dispositif, cette fois-ci le deuxième, qui est pour le domicile et entre autres à destination des personnes en situation de handicap. Et là, c'est très intéressant pour les enfants parce que là où une brosse à dents standard peut être perçue comme très intrusive pour un enfant avec des troubles autistiques, surtout pendant 1 ou 2 minutes. Là, c'est vraiment quelques secondes et c'est vu comme un jeu, c'est beaucoup mieux accepté. Alors, nous de notre côté, donc on a été lauréat il y a 2 ans de Made4Edge, un des lauréats il y a 2 ans de Made4Edge. On a remporté donc ce prix de manière à pouvoir réaliser 2 expérimentations pour les 2 dispositifs, donc une expérimentation par dispositif. Le premier, donc pour le dispositif médical en EHPAD. Avec une étude clinique, il manque un i d'ailleurs à clinique, désolé, donc pour une étude clinique. Et la deuxième, c'est une étude de domicile avec le second dispositif, donc qui s'appelle YBrush. Et dans les 2 cas, l'objectif c'est de montrer que EASY, mais d'ailleurs YBrush aussi, apporte un plus par rapport à ce qui est fait en pratique. Donc dans les EHPAD, en pratique, ça va être soit rien, quand les dents sont pas brossées, soit, j'ai envie de dire, presque rien. Alors il y a certains des EHPAD qui jouent le jeu, attention, mais de manière générale, les dents, le bucco-dentaire est quand même assez délaissé. Donc montrer qu'on apporte mieux sur le plan de l'efficacité, ça c'est très scientifique, donc au niveau du retrait de la plaque dentaire, mais surtout montrer aussi qu'on apporte un plus vis-à-vis de la qualité des soins, vis-à-vis de la qualité de vie pour le résident, mais aussi dans l'organisation de l'établissement, donc par exemple avec les coûts. Et pour le domicile, en fait, on peut transposer l'ensemble de ces caractéristiques sur le domicile avec la qualité de vie du patient et les coûts de manière générale. L'objectif dans ce cas-là est de montrer que les coûts sont moins importants sur du long terme que dans le cas où les dents ne sont pas ou peu brossées. Merci Benjamin, merci. L'entreprise est à Lyon, comme ça a été formulé. Si je dis pas de bêtises, un des partenaires, c'est la faculté dentaire de Nantes. Et donc, on peut imaginer que ce sont tes relations personnelles, entre guillemets, qui fait que tu as eu effectivement des interlocuteurs ou des experts ou des appuis, effectivement, dans différentes régions. Et donc, si je reviens à la question de l'écosystème, est-ce que dans ton cas en particulier, c'est le côté réseau personnel qui a été plus prépondérant pour monter le projet, ou bien est-ce que l'écosystème a été apporteur d'éléments complémentaires vraiment clés? La balance entre les deux, si je puis dire. Qu'est-ce que tu en penses dans ton exemple à toi? Alors dans mon exemple à moi, si je prends au tout début du projet, concrètement, je n'avais pas forcément de contact ou de réseau sur ce type de thématique. Par contre, le réseau s'est fait par l'écosystème. Donc au début, des contacts entre guillemets froids vont se transformer en relations beaucoup plus chaudes, voire même en contact, en connaissances qu'on appelle régulièrement, simplement même pour se donner des nouvelles. Mais je dirais que c'est si je prends un an ou 2 après le démarrage du projet, donc plutôt courant 2018, je pense que c'était vraiment assez équilibré. Mais l'écosystème a été extrêmement important, aussi bien du côté entrepreneuriat, incubateur,
principalement entrepreneurs incubateurs, que du côté client. Je m'explique. On a passé les 2 premières années, la première année à faire une étude de marché et à co-développer le produit avec des soignants d'EHPAD. Et ben ces EHPAD, qui au début étaient des personnes qui ne connaissaient pas, sont devenus des vrais partenaires qui derrière ont pu nous mettre en contact. Typiquement avec la faculté de Nantes, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un EHPAD partenaire qui initialement était un prospect, qui nous a mis en contact avec la faculté de Nantes. Ok, je pensais que c'était des relations personnelles. Ok, merci. Bon exemple, bonne illustration. Mais on voit bien évidemment l'enchaînement des réseaux sur ce côté-là. Merci Benjamin. Merci. On va passer au projet WENS. Donc Lucie Gervaux, est-ce que vous êtes là et pouvez-vous vous connecter? Donc Lucie, enseignante en activité physique adaptée, qui est partie sur le gant haptique, mais elle va nous le détailler. Est-ce que vous voyez Lucie au niveau de la régie ou pas? Branchez le micro si c'est pas le cas, branchez la caméra. Vous aurez donc vous parlez quand vous pouvez, Lucie. Sinon, l'ensemble des participants, là, vous aurez donc les supports avec les adresses mail des porteurs de projets. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire une session questions-réponses parce qu'il y en a trop. Par contre, vous aurez largement la possibilité derrière de reprendre contact avec eux. Est-ce que je peux passer la parole à Lucie ou pas encore? Branchez votre micro, Lucie. Lucie, pour information et pour rappel, c'est dans la capsule audiovisuelle, là où vous voyez les webcams, organisateurs et Acted Match. Voilà, c'est bien ça. Merci beaucoup. C'est bon, je vous passe la parole, Lucie. Bonjour à tous. Je suis Lucie et donc j'ai fondé la société WENS. Alors, je vais juste essayer de me remettre sur mes diapos parce que je ne sais pas si vous les voyez, mais pour moi, ils ne sont pas actifs. Là, ça y est. Ok. Donc, je suis fondatrice de la société WENS et donc j'ai fondé cette société en fait en créant une solution pour les personnes qui souffrent de pertes sensitives au niveau de la main. Et donc cette solution, eh bien, c'est le gant Haptico que vous voyez juste ici sur la photo. Ce gant, en fait, il va permettre aux personnes donc qui ont des pertes sensitives au niveau de la main, des pertes sensitives qui peuvent être dues en fait à des accidents avec des sections de nerfs, qui peuvent être dues à des AVC, des lésions plutôt d'origine centrale, des lésions nerveuses plutôt d'origine centrale. Et donc qui peut aussi permettre d'entraîner tout ce qui est sensibilité tactile, d'où son intérêt dans la prévention et l'utilisation chez les seniors. Donc ce gant, il permet vraiment une stimulation dynamique, je l'ai ici. Donc en fait, ce gant, c'est à l'intérieur de ce gant qu'on va avoir plein de petits reliefs qui vont permettre de stimuler en fait les récepteurs qui sont présents dans notre peau et plus particulièrement dans notre main et dans la paume de notre main. Et donc cette stimulation va permettre un entraînement cérébrale et donc en jouant sur la plasticité cérébrale, eh bien en fait on va entraîner la zone du cerveau qui est reliée en fait à tout ce qui est tactile et donc d'avoir une meilleure sensibilité tactile. Sachant que la sensibilité tactile en fait est couplée aux capacités aussi motrices. C'est pour ça qu'on appelle ça les capacités sensorimotrices. Et donc plus notre sensibilité va être bonne, plus notre précision gestuelle va être importante. Et donc, pour vous présenter un petit peu l'utilisation de la solution chez un persona, eh bien, ça va être cette dame, Anne, qui a 75 ans, qui vit en EHPAD ou en maison de retraite. Et donc, elle a beaucoup travaillé de façon manuelle dans sa vie et ses mains, eh bien, avec l'âge, lui font ressentir ce travail. Au fil des années, elle remarque que ses gestes sont moins précis, qu'elle peut avoir des fourmillements au bout des doigts. Et donc, elle aimerait vraiment être plus autonome et plus à l'écoute de ses sensations.
Et donc, une utilisation possible du gant, c'est que la structure, eh bien, elle propose des temps d'activité physique adaptés, des temps avec les ergothérapeutes, avec des kinésithérapeutes, qui vont lui permettre d'utiliser ce gant Aptico. Comment on l'utilise? Eh bien, ce gant Aptico, en fait, on va l'utiliser lors d'ateliers sensitifs, par exemple, sur une courte période d'environ 10 minutes. Donc cette dame, Anne, eh bien, elle va enfiler le gant comme je le fais actuellement. Et elle va faire des mouvements donc d'ouverture, fermeture de main, aller chercher une balle, essayer d'aller utiliser un stylo, et donc ça va permettre un entraînement sensitif. Et donc cet atelier, elle va le faire pendant 10 minutes. Ce qui est bien, c'est de faire ces séances le plus possible. Plus on fait de séances, eh bien plus l'entraînement va être important. Donc au moins 3 fois par semaine, par exemple, dans la structure, lors d'ateliers. Et au fur et à mesure des utilisations, eh bien Anne, elle va se rendre compte qu'elle ressent mieux les choses, que ses mouvements, les mouvements fins, vont être meilleurs. Elle va avoir moins de fourmillements. Donc ces gestes du quotidien, en fait, vont être améliorés. Les mouvements, quand je dis mouvements fins, ça va être par exemple des mouvements de précision comme boutonner son chemisier, utiliser son stylo, mettre ses bijoux. C'est vraiment une précision gestuelle qui va lui permettre de retrouver un petit peu d'autonomie. Ça va lui éviter de demander de l'aide à un soignant, par exemple, pour boutonner sa chemise. Et ça va aussi, du côté soignant, permettre un gain de temps dans ces petits gestes du quotidien. Et donc cette personne, elle peut l'utiliser aussi bien donc dans la structure, puisque elle est résidente en EHPAD, mais on peut aussi le trouver en location au domicile. Donc la personne peut aussi, dans un souci de prévention santé, eh bien l'utiliser à domicile pour limiter la perte sensitive, puisque malheureusement on sait qu'avec l'âge, eh bien en fait on perd chaque année un petit peu de nos capacités de discrimination tactile. Et donc c'est vraiment important de prendre en compte ce sens et vraiment d'utiliser sa sensibilité pour mieux interagir avec son environnement, mieux agir avec son environnement aussi social, puisqu'un meilleur toucher, eh bien ça va permettre de ressentir voilà les petits enfants, faire des câlins, des choses comme ça, et ça va être aussi un facteur psychosocial important. Merci. Alors au niveau juste une dernière minute, pas plus. Une minute, pas plus, au niveau juste de l'appel à projet, donc Made4Age. Le but, c'est vraiment d'expérimenter le gant, de le faire utiliser pour faire monter en conscience en fait justement les seniors pour la prévention de ce sens. L'objectif, c'est vraiment de montrer qu'il y a un entraînement sensitif possible qui va permettre d'améliorer en fait les capacités sensorimotrices, donc les gestes aussi, de montrer que le geste va être plus précis et donc de montrer l'amélioration de la qualité de vie, que ce soit au niveau psychosocial ou au niveau sensitif, vraiment au niveau physique et au sens pur. Merci beaucoup, Lucie. Très intéressant comme innovation, très original, si je puis dire. Alors, même question également pour vous sur la notion d'écosystème. Vous êtes issu des formations STAPS, si je dis pas de bêtises, activité physique adaptée. Et là, vous êtes allé vraiment sur un champ particulier de l'EHPAD, notamment. Voilà. Comment est-ce que cette connaissance, finalement, de ce champ-là vous a été possible et quels ont été, finalement, les apports de l'écosystème dans lequel vous êtes? C'est Grenoble, hein, si je dis pas de bêtises aussi, pour pouvoir aller vers ce projet? Alors, moi, j'ai profité de deux écosystèmes, de l'écosystème grenoblois avec ma formation en activité physique adaptée et aussi de l'écosystème chambérien, puisque après, je me suis orientée plutôt vers l'ingénierie de produits pour proposer justement l'outil qui va permettre de faire la séance d'activité physique adaptée. Et donc, ces deux écosystèmes, en fait, m'ont permis de mettre en lien mes deux formations, un écosystème qui permet aussi la création de projets et transposer cette création de projet en fait à l'entrepreneuriat en collaboration plus particulièrement avec un laboratoire, le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité du Bourget du Lac.
et avec d'autres structures entrepreneuriales de l'écosystème plutôt grenoblois, comme les sociétés d'accélération et de transfert technologique, qui permettent vraiment de mettre en lien le laboratoire et nous, porteurs de projets, qui vont nous permettre de faire évoluer nos solutions et de proposer des solutions aux personnes qui en ont besoin, en fait, pour améliorer vraiment leur autonomie. Moi, c'était vraiment mon souhait, de ne pas laisser cette solution dans un tiroir, on va dire, et de pouvoir la rendre visible aux personnes qui en ont vraiment besoin. Merci. Donc ça illustre bien le volet universitaire et l'ancrage de ce cadre universitaire dans le développement économique, notamment effectivement avec les sociétés de transfert de technologie. Merci beaucoup Lucie pour ce témoignage. On va passer à Sophie Chapuis, e-Ophtalmo. Donc de la même manière, Sophie, pouvez-vous vous connecter caméra et micro? Ça y est, parfait. Oui, je vous entends. Je vous passe la parole, Sophie Chapuis, sur e-Ophtalmo. Bonjour et merci de nous recevoir autour de cette table ronde, même si l'organisation n'est pas forcément facile pour vous. Donc e-Ophtalmo, effectivement, c'est un réseau de télémédecine en ophtalmologie. Voilà, je pense que c'est moi qui peux passer mes diapos. Ah, pardon. C'est un réseau de télémédecine en ophtalmologie et donc aujourd'hui l'objectif, notre mission, c'est d'améliorer l'accès de tous aux soins ophtalmologiques. Donc c'est pour répondre en fait à une problématique de déserts médicaux d'une part et pour répondre notamment à des problématiques de mobilité du patient vers le praticien, l'ophtalmo dans notre cas. Donc on se base sur la délégation de tâches. On va avoir des orthoptistes. Les orthoptistes, ils sont connus pour être les kinés des yeux. Ils sont connus aussi pour être en première instance dans les gros cabinets d'ophtalmologie. Les orthoptistes vont recevoir le patient, donc soit dans leur cabinet, ou alors ils vont se déplacer auprès des patients dans les EHPAD, comme c'est le cas dans ce projet, voire dans les entreprises, dans les écoles, dans des prisons. Ils vont effectuer un certain nombre d'examens. Ces examens vont être téléchargés sur une plateforme et l'ophtalmologiste va pouvoir effectuer un dépistage des principales pathologies oculaires et effectuer une ordonnance pour un renouvellement de lunettes si nécessaire. Voilà. Donc ça c'est un projet c'est une société qui a démarré il y a 3 ans maintenant. Aujourd'hui, dans le projet Med4Edge, donc si on prend un persona, c'est Michel qui est résident en EHPAD, il a plus de 90 ans. Il n'a pas vu l'ophtalmologiste depuis 10 ans, ce qui est la moyenne en général des résidents en EHPAD, c'est 8-10 ans pour le fait qu'ils aient pas vu un ophtalmologiste. Il a évidemment la même paire de lunettes depuis son arrivée dans l'établissement et il y a un gros problème parce qu'il participe effectivement plus aux activités, il perd l'appétit et surtout il chute régulièrement. Lucie, c'est sa fille. Elle vient voir son papa toutes les semaines. Elle n'a pas vu d'ophtalmologiste depuis 5 ans. Elle est dans un désert médical. Elle utilise très régulièrement un ordinateur. Elle porte des lunettes. Et effectivement, le soir, elle peut être fatiguée également quand elle prend la route et qu'elle conduit. Donc la solution qu'on propose, le service qu'on met en place en fait dans les établissements, dans les EHPAD et de manière plus large en fait avec l'EHPAD qui devient centre de ressources pour des personnes qui vont se rendre dans l'EHPAD soit pour rendre visite à des résidents, soit parce qu'ils habitent à proximité. On va mettre en place des ateliers de prévention suivis par des journées de dépistage. Donc on va d'abord avoir l'EHPAD qui va informer à la fois les résidents et puis également les médecins généralistes et les pharmaciens qui vont informer les personnes âgées ou les conjoints ou les enfants des résidents pour qu'ils puissent bénéficier de services. La première phase, donc, il va y avoir un atelier de prévention. Donc là, actuellement, on fait ça souvent en forme de webinar, puisqu'il y a des difficultés à rentrer dans les établissements où c'est plus simple, en tout cas, de montrer aux gens ça dans leur chambre. Donc, c'est des ateliers qui durent 10 minutes, 30 minutes ou 2 heures en présentiel, où les gens peuvent poser leurs questions. On a une présentation de ce qu'est l'œil, les pathologies liées à l'œil, les moyens de prévention et le dépistage, et expliquer également le dépistage en télémédecine. À l'issue de cette première phase, des gens peuvent s'inscrire donc à leur journée de dépistage et dans les 7 jours qui suivent cette journée de dépistage, ils vont avoir leur compte rendu d'examen et également une ordonnance si besoin.
On garantit en fait dans le réseau e-ophtalmo un rendez-vous de suivi, c'est-à-dire comme ça a été le cas de Michel qui a été détecté avec une cataracte, il fallait programmer une petite opération. On lui a proposé donc effectivement le centre hospitalier de proximité, mais également un ophtalmo du réseau e-ophtalmo qui s'engage en fait à recevoir le patient dans les délais impartis. Alors, qu'est-ce qu'on met en place au sein des établissements et auprès des orthoptistes, des différents intervenants orthoptistes et ophtalmologistes? C'est un ensemble de procédures qui permettent de garantir la fluidité, si vous voulez, du process, des outils de communication, que ce soit pour les médecins coordonnateurs en EHPAD, les médecins généralistes, les pharmaciens, etc., pour avertir le plus grand nombre de personnes de ces journées de dépistage. Et puis au niveau médical, des modèles d'ordonnance et de consentement du patient, puisque c'est quelque chose qui est très important dans la mise en place d'activités de télémédecine. En termes de coûts, ce que je voulais mentionner ici, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise en charge des bilans visuels partiellement par l'assurance maladie pour les résidents en EHPAD, mais en tout cas pour les non-résidents, c'est à géométrie variable et souvent, pour le moment, c'est pas pris en charge. Les ateliers de prévention non plus, donc ça reste des coûts qui sont à la charge de l'établissement. Et le fait d'être lauréat de Med4Age aujourd'hui va permettre aux établissements qui vont partir dans ce projet d'avoir cette partie-là financée. Le libre choix du patient, je voulais simplement le mentionner, c'est très très important dans ces activités de télémédecine, à la fois pour choisir de faire ou non ce bilan et pour choisir ou non l'ophtalmologiste du réseau e-ophtalmo si nécessaire à la suite. On peut très bien aller voir un ophtalmologiste qui n'est pas du réseau e-ophtalmo par la suite. Donc nous, on vient d'être lauréat de Med4Age. Notre objectif, c'est de se développer dans 12 établissements qui seront situés dans 4 régions, 4 départements différents. Pour l'instant, on a démarré effectivement des approches en région Occitanie et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des partenaires comme les CHU de Saint-Étienne, avec lesquels on travaille depuis longtemps, et une maison de santé, et puis également des liens forts avec le CHU de Toulouse. On vise à faire 30 ateliers de sensibilisation, 12 formations du personnel, et en conclusion, 1500 bilans visuels avec 900 patients en établissement, en EHPAD, ESMS, et 600 patients hors établissement. Et puis une étude médico-économique, si vous voulez, pour asseoir l'ensemble de ces résultats et pouvoir en tirer éventuellement un business model avec une mutuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Encore juste une chose avant que vous partiez. Sur cette notion d'écosystème, est-ce qu'on peut aborder le sujet, la particularité de votre projet et sur la délégation de tâches? Voilà, certains projets effectivement ont ce type d'approche et ça a vraiment de l'intérêt. Est-ce que sur cette notion-là, qui sont donc des notions nouvelles, qui impactent des organisations, des compétences et derrière, bien sûr, des modèles économiques, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un écosystème ou en quoi est-ce qu'il va vous aider finalement à valider ces notions d'organisation telles que vous les imaginez là? Oui, alors c'est vrai qu'on a des approches très régionales, départementales. Dans un département, on a donc les membres de notre réseau, c'est-à-dire les orthoptistes et les ophtalmologistes, mais on va avoir également le conseil départemental. Il a été mentionné précédemment. Il a un rôle souvent facilitateur, à la fois en termes d'animateur de réseau, mais également de financeur de certains projets. On va avoir les mutuelles, on va avoir les centres hospitaliers, les établissements, etc. Donc l'idée, effectivement, c'est de mettre tout le monde en réseau. Donc on peut avoir d'un écosystème une facilitation entre guillemets au niveau de la mise en réseau, de l'identification de partenaires qui sont toujours un petit peu innovants dans la mise en place de certaines approches, puisqu'effectivement c'est quand même nouveau dans ce parcours de soins avec des orthoptistes en mobilité qui se rendent auprès des patients. On peut, je l'ai mentionné pour le conseil départemental, mais ça peut venir de d'autres projets comme Med4Age, bénéficier de financements qui vont permettre de mettre en place ces projets où les gens sont toujours un petit peu frileux aussi pour payer des choses qui sont un petit peu nouvelles. Et puis, nous, ce qu'on attend beaucoup aussi, c'est les aspects de communication. Je vous ai parlé des non-résidents qui devaient être informés. Alors, autant les résidents, si vous voulez, c'est relativement facile de les informer puisqu'ils ont une information par le biais de l'établissement. La fille de Michel, en l'occurrence, elle devrait aussi informer en rentrant dans l'EHPAD. Mais Madame Danielle, qui vit à 1 kilomètre de l'EHPAD, elle doit être informée par le médecin généraliste ou par le pharmacien qu'elle peut se rendre également dans l'EHPAD pour bénéficier de ces bilans.
Donc c'est quand même un vrai challenge, hein, mettre tout le monde autour de la table avec tous ceux que vous avez évoqués, que ce soit donc côté public, côté privé, côté libéraux, côté mutuel et établissement, pour effectivement convenir finalement de nouvelles modalités d'organisation. C'est l'enjeu, hein, clairement c'est l'enjeu. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons Bonne passer, journée. merci, au projet TED Orthopedics. Est-ce que Arnaud Pioli, vous êtes là et vous pouvez vous préparer donc en activant la caméra et le micro? Vous êtes là, parfait. Arnaud, Allô? je vous passe la parole, oui. Ok, vous m'entendez? Tout à fait bien. Bon, ben c'est parfait, merci. Donc, je suis Arnaud, le directeur de TED Orthopedics. Donc, chez TED Orthopedics, nous, on est lauréat Med4Age de l'année dernière. Et ce qu'on a développé, c'est un assistant de rééducation pour les patients qui souffrent d'arthrose de genou. L'idée, c'est d'avoir un outil qui permette à ces patients-là de faire de la rééducation à domicile, parce qu'on sait que la rééducation à domicile, quand on a de l'arthrose de genou, va permettre de diminuer la douleur des patients et d'améliorer leur autonomie. Donc, ce qu'on a développé, c'est cet outil-là qui est basé sur une genouillère toute simple, qui intègre des capteurs de mouvement, qui est connecté sur une application mobile. Sur l'application mobile, le patient va pouvoir faire un bilan à l'entrée. Selon les résultats de son bilan, on va lui prescrire un protocole adapté à sa situation. Et ensuite, grâce à sa genouillère et à l'application, on va le superviser, le motiver dans ses exercices pour que ça devienne un jeu, et le guider tout au long de sa récupération. Et pendant ce temps-là, tous ces résultats sont toujours transmis à l'équipe médicale, qui a un œil sur ce que fait le patient et qui a un contrôle sur le protocole du patient aussi. Et donc, notre patient, c'est Paul, il a 50, 60 ans, 70 ans, il souffre d'arthrose de genou, il s'est pas encore fait opérer et en moyenne, il va souffrir pendant 13 ans de son arthrose avant de se faire opérer. C'est les chiffres qu'on a un peu au niveau mondial, c'est les mêmes qu'on a en France. Il faut savoir que l'arthrose de genou, c'est une pathologie qui touche énormément de personnes. On a un adulte sur 4 qui souffre d'arthrose en France. Et là-dessus, on a à peu près la moitié qui souffre d'arthrose de genou, donc c'est très très élevé. Et aujourd'hui, il y a quasiment plus rien de remboursé sur les injections antidouleurs. Donc, Paul n'a pas de solution pour traiter sa douleur et calmer sa douleur quand il a de l'arthrose qui soit remboursée. Alors, nous, chez TED, notre solution va permettre à Paul du coup de diminuer sa douleur. On estime à environ 40% le gain de douleur en quelques semaines de thérapie. Et c'est quelque chose de durable qui peut refaire dans le temps, qui est non chirurgical et qui, pour le coup, est remboursé par la sécurité sociale et les mutuelles. Donc, ce qu'on a réalisé chez TED Orthopedics, c'est un produit qui aujourd'hui a le marquage CE. On a validé le fait que le produit était remboursé, on a des brevets. Et là, dans les mois qui viennent, le projet de développement, ça va être de se lancer plus sérieusement en France. Donc, on est en train de démarcher énormément de rhumatologues, médecins du sport. On a une centaine de rendez-vous prévus là sur les prochains mois, malgré le Covid. On a un très bel intérêt de leur part, donc ça s'annonce plutôt très bien. Et on est en train aussi de faire tout ce qu'il faut pour lancer le produit aux États-Unis le plus vite possible. Et de travailler sur de nouvelles applications à d'autres articulations, notamment l'épaule, la cheville, le coude. Du coup, fin 2020, aujourd'hui, on a commencé à faire du chiffre d'affaires, on commence à avoir des distributeurs intéressés à l'international. Le produit est industrialisé, produit en grande quantité, et le confinement a aussi aidé à l'intérêt commercial. Et au niveau du projet Med4Age, donc à la base, ce qu'on devait faire, c'était une étude clinique pour valider l'intérêt médical du produit. Donc tous les chiffres que je vous donne, 40% de diminution de douleur, etc., c'est des choses qui sont connues par d'autres études cliniques sur le fait que la rééducation à domicile permet ce type de gain-là. Et là, ce qu'on fait grâce à Med4Age, c'est une étude clinique avec le CHU de Nice, où on inclut 80 patients sur des protocoles de rééducation de 2 mois pour analyser l'intérêt vraiment de notre produit comparé aux autres techniques de rééducation à domicile habituelles. Et donc là, l'étude a commencé, on a 30 patients qui sont inclus, le CPP est validé, et c'est un peu sportif là avec le confinement parce que on a été arrêté pendant 2 mois et demi entre mars et juin, et là on est arrêté depuis début novembre, et je pense que ça reprendra pas avant le début d'année 2021 selon comment ça évolue. Donc c'est assez sportif pour inclure les patients, mais ça avance bien. Et ça, c'est le cœur, on va dire, du projet qu'on a porté devant Med4Age pour apporter de la validation clinique plus poussée à notre travail. Et je crois.
Oui, merci Arnaud. C'est sûr que le contexte Covid pour tous les processus d'innovation rend compliqué, entre guillemets, l'ensemble de ces expérimentations. Juste une question pour vous par rapport à la notion d'écosystème. Donc, vous êtes implanté à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Vous travaillez avec les centres hospitaliers de Marseille et de Nice. Sauriez-vous nous dire comment dirais-je, ce que l'écosystème au niveau régional, PACA, vous apporte par rapport à un écosystème plus local de grandes villes comme Marseille ou Nice? Est-ce que ces notions régionales, locales, c'est des choses que vous sauriez discriminer, pour lesquelles vous pourriez définir quels sont les apports distincts entre ce niveau régional ou bien métropolitain, là, enfin de la métropole de Grenoble ou de Nice, de Marseille, pardon, ou de Nice? Ouais, il y a pas. Alors, on a eu un soutien financier au niveau métropolitain au tout départ du projet, qui était hyper pertinent au départ, pour aider à l'implantation du projet sur le territoire. Mais depuis la création de l'entreprise, c'est surtout plutôt au niveau régional et national qu'on allait chercher nos aides. Euh, ouais, je pense que en tout cas pour ce qui est de la région PACA. Souvent les organismes se regroupent sous la houlette de la région. Je pense à la CCI, je pense à tous les dispositifs d'accompagnement de la région qu'on a eu. Par exemple, on allait au CES avec la région PACA aussi, et c'était porté par la CCI, mais c'était sous la houlette aussi de la région. Beaucoup d'aide aussi de BPI France, mais qui là du coup est niveau national. Et du coup au niveau local, c'est vrai que c'est un petit peu plus pauvre. On a été suivi dans un incubateur à Marseille, à la Belle de Mai, qui était hyper pertinent aussi au tout départ du projet. Mais là depuis voilà, passé la première année, on va dire, c'est plutôt au niveau régional que ça se passe. Oui, donc on comprend bien que comment dirais-je, l'incubation, l'initiation, elle est très locale, enfin nécessairement, hein, c'est des processus assez classiques, on va dire, de création d'entreprise et d'innovation. Et ensuite, le niveau régional, dans tout ce qui est financement ou valorisation, effectivement, du coup, après, avec des relais nationaux, prend toute sa place, quoi. Ok. Merci pour ce témoignage. Merci Arnaud. Ouais, on va passer au dernier projet AudioCap. Donc, Xavier Aumont, si vous êtes là, pouvez-vous brancher votre caméra et votre micro pour faire valoir donc le projet de Arkéan Technologies. Est-ce que Xavier Aumont est visible de la régie? Oui, vous êtes là, parfait. Je vous passe la parole, Xavier, c'est à vous. Très bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là parce que je suis un amoureux de l'innovation et c'est toujours plaisant de voir cette dynamique qui s'opère dans nos territoires pour trouver des solutions à des problématiques avec de l'innovation. Donc Arkéan Technologies, c'est une société spécialisée dans le domaine du son. Nous sommes depuis très longtemps sur ce registre-là et particulièrement sur le registre de la compréhension de la parole et la mesure de cette compréhension de la parole par intelligence artificielle, puisqu'on fait de la simulation cognitive de la compréhension de la parole. Dans ce cadre-là et dans notre environnement, nous sommes grâce à la région et puis au cluster et aux contacts qu'on a pu avoir sur notre territoire, on a démarré un projet de nouvelles prothèses auditives ultra connectées et aussi dont la configuration, le réglage va être géré par cette intelligence, va être facilité par cette intelligence artificielle. Donc nous avons un certain nombre de partenaires, nous sommes entourés, alors c'est allé un peu vite là, je ne sais pas comment revenir en arrière, si je reviens en arrière, excusez-moi. Ça y est. Hop, ah oui, je suis revenu très en arrière. Alors voilà. Oui, je voulais parler des partenaires. Donc, vous parliez d'ancrage dans le territoire. Eh bien, nous avons la chance d'avoir pu et de travailler aujourd'hui avec l'hôpital de Toulouse, le CHU de Toulouse, la clinique Rive Gauche. Nous travaillons également, bien évidemment, avec l'école d'audioprothèse de Cahors. On travaille avec l'université de Toulouse, l'IRIT, l'université qui fait toute une partie de recherche plutôt informatique.
Et grâce à nos connexions, l'international est aussi au rendez-vous, puisque je travaille avec Cambridge et Loughborough, avec deux universitaires anglais, et également avec une entreprise inclusive, puisque c'est une démarche que nous on a initiée depuis le début. Alors notre étude de cas, elle est simple. Elle est c'est Paul qui a une audioprothèse et qui a un retour assez négatif dans le comportement de la prothèse dans le bruit. Et l'objectif de Paul, c'est de comprendre la conversation qu'il a avec la personne en face de lui ou à un dîner de famille, et qu'il puisse vivre ce moment avec de façon beaucoup plus agréable et confortable. Donc, son oreille est connectée, comme je l'ai dit. Elle est connectée également à Carl W. Carl W, c'est notre système d'intelligence artificielle qui va caractériser à la fois le bruit et qui va envoyer à la prothèse un réglage beaucoup plus pertinent et dynamique. Et il aura aussi, au travers de son interface sur son mobile, une capacité à modifier et à faire une interaction avec le système Carl W pour ajuster son réglage. Donc Archean Technologies sera aussi fabricante de cette nouvelle prothèse, et à la fois le service autour de cette prothèse sera assuré par notre entreprise. Notre constat et comment nous avons adressé ce marché, on a simplement fait un benchmark sur le marché de la prothèse auditive en pensant que on aurait affaire à un marché beaucoup plus très très technique, et on s'est aperçu qu'il y avait un vrai manque. Donc on va adresser plutôt un manque, c'est-à-dire par rapport à la concurrence actuelle que nous pourrions avoir au major de fabricants de prothèses auditives. Eh bien, nous allons adresser une population qui n'est pas adressée à ce jour. C'est-à-dire que les personnes qui sont appareillées, qui ne sont pas contents du comportement de la prothèse dans le bruit, il peut y avoir plusieurs raisons, et également pour les pathologies particulières. Nous sommes dans une phase d'études cliniques. Il n'y en a pas énormément d'études cliniques pour la prothèse auditive, c'est assez étonnant. Et donc nous avons remis notre CPP, et nous avons les mêmes problèmes, malheureusement, dans cette période de Covid, pour avoir nos patients et réaliser l'ensemble de nos tests. Donc on va faire 2 tests cliniques. Le premier test clinique est le test de l'algorithme de traitement du son et de la mise en évidence de la parole dans le bruit, que nous allons tester sur une population de patients homogène. Ensuite, nous ferons une étude longitudinale d'essais cliniques, et qui sera financée en partie grâce à Made4H. Donc, je remercie encore une fois cette participation, et nous mesurerons ainsi l'impact en fait de cette nouvelle technologie sur la vie quotidienne des patients et l'interaction qu'on va pouvoir créer entre la prothèse et le patient de façon très très dynamique. Merci bien, Xavier. Juste avant de finir, 13h01, on est vraiment pas mal du tout. Une question sur l'écosystème vous concernant. Une des particularités quand même très fortes finalement de votre projet, c'est, vous l'avez évoqué, la diversification de la société. Et donc, vous êtes des spécialistes du traitement du son. Et là, vous vous engagez finalement sur un produit et une application particulière, avec également, vous l'avez cité, la fabrication de la nouvelle prothèse. Donc, c'est une diversification, me semble-t-il, effectivement, d'AudioCap. En quoi est-ce que l'écosystème dans lequel vous êtes, donc essentiellement autour de Toulouse et de toutes les compétences qu'il y a là-bas, vous ont aidé finalement à prendre conscience ou valider l'intérêt et la faisabilité de cette diversification? Eh bien, en fait, le départ de cette diversification, il vient d'un simple benchmark que j'ai fait sur la prothèse auditive, sur la manière de régler la prothèse auditive pour essayer d'appliquer à notre marché historique ces démarches. Et là, j'ai compris qu'il y avait, si j'ose dire, pour un spécialiste du son et du traitement du signal acoustique, j'ai découvert qu'il y avait, je pense, un gap
à accomplir. C'est-à-dire que il fallait. L'idée, c'est de dépasser le bien entendre et d'arriver au comprendre. Et fort de cette analyse, j'ai eu la chance par les réunions régionales comme Redinov ou le cluster de rencontrer des personnes, le professeur Fraisse, qui est un éminent professeur reconnu ORL au niveau mondial. Et fort de nos discussions, on est arrivé très vite à la même conclusion. Lui avec ses termes, moi avec les miens d'acousticien, lui avec ses termes médicaux. Et j'ai trouvé près de Toulouse, que ce soit au niveau universitaire ou hôpital, un niveau technologique très très élevé. On a été beaucoup soutenu par le cluster aussi, qui nous a accompagnés dans nos démarches, qui a fait cette mise en relation un peu plus pointue, qui nous a aidé à monter les dossiers. Et c'est comme ça qu'on est arrivé de fil en aiguille à se dire on a la capacité aujourd'hui d'adresser un tel marché, bien que le marché soit détenu par 6 fabricants mondiaux, d'ailleurs plus de Français, et on a précisé notre cible, qui est une population non adressée aujourd'hui, et on s'est dit on se lance avec cet accompagnement, on se lance dans ce grand projet de nouveaux dispositifs médicaux. Merci bien. Voilà un bel exemple d'une compétence pointue, quand même, si je ne dis pas de bêtises, sur un sujet particulier. Donc effectivement, le traitement des signaux, le traitement du son, et finalement le croisement avec une autre dimension. Celle effectivement de la problématique des malentendants et de la presbyacousie, dans lequel du coup vous avez eu l'opportunité effectivement de proposer une offre nouvelle avec quelque part l'appui et la validation d'experts entre guillemets dans ce domaine-là. Merci beaucoup Xavier Aumont, merci. Merci à G2R La Mondiale et à Medicaps pour justement nous avoir permis de faire quelque part un point d'avancement sur ces illustrations d'innovation. Alors c'est pas les seules, mais celles-ci, comme ça l'a été formulé, ont été plébiscitées, retenues, validées par différents jurys. Et donc on est bien finalement sur quelque part une liste de thèmes qui a été jugée particulièrement à la fois audacieux, pertinent par rapport aux besoins. Et donc il est intéressant finalement de voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, avec toujours ce raisonnement. Comme quoi l'innovation, c'est pas de la génération spontanée, on sait bien, et donc le creuset dans lequel ça se passe a un impact et une importance fondamentale pour pouvoir faire émerger, on va dire, toutes ces bonnes idées vers des modèles pérennes. Donc, c'est des choses dont on va continuer à parler cet après-midi. On va s'arrêter parce qu'on a tous besoin de manger un petit peu de sucre et de protéines, mais dans un cadre équilibré, je vous le rappelle, pour se retrouver cet après-midi avec donc 2 temps forts. Le premier, donc, sur la notion des modes d'emploi, un travail vraiment intéressant des étudiants de l'université Grenoble-Alpes sur le sujet, avec du coup des résultats très concrets, très pratique, très judicieux sur ce petit maillon, le mode d'emploi pour les seniors, que l'on sous-estime souvent et qui peut être très aidant et qui nous permet surtout de comprendre de façon un petit peu plus globale quels sont les points de vigilance sur lesquels il faut qu'on s'attarde pour pouvoir ensuite développer des outils, des accompagnements auprès des seniors pour une bonne prise en main d'une nouveauté, quelle qu'elle soit. Donc on pourra, j'ai envie de dire, un petit peu extrapoler et ouvrir le débat depuis le mode d'emploi jusqu'à une bonne compréhension des points de vigilance, donc dans le cadre de l'accompagnement des seniors de l'innovation. Premier temps fort, et deuxième temps fort donc à 15h15. Cette fois-ci, on recentrera le débat sur l'écosystème en particulier de Grenoble-Isère, qui lui-même évidemment a ses propres compétences, acteurs forts, réseaux, dynamiques, pour que justement on puisse bien identifier dans ce cadre-là, ce qui existe, 2, quels sont les points forts et les points d'amélioration, et quelles pourraient être des actions que l'on pourrait engager pour conforter, renforcer la dynamique de cet écosystème.